Chapitre 3. Le choix amoureux. Aux États-Unis, le hooking up, que l'on peut traduire par hameçonner, crocheter ou plus banalement brancher, terme passé dans le vocabulaire amoureux courant, est devenu un rituel de séduction banal sur les campus universitaires. On peut facilement pardonner à des parents inquiets de faire l'association entre ce terme et n'importe laquelle des nombreuses connotations subversives que peut faire surgir la formule. Un coup d'œil sur le dictionnaire confirme en effet que mordre à l'hameçon, avaler l'hameçon, suggère l'idée d'une séduction trompeuse, d'un piège dans lequel on tombe. Un hameçon est quelquefois couvert par un leurre, un appât, que ce soit dans le domaine de la pêche ou du commerce. Il y a souvent un prédateur et une victime, un hameçonneur et un hameçonné. Que ce soit un footballeur ou un boxeur, dans le monde du sport, celui qui prend un crochet est rarement en position favorable. Quant à être perpétuellement accro, même si l'addiction en question est une pratique sportive ou une œuvre de charité, cela se produit rarement sans une sorte de sidération, une perte de son libre arbitre. Il en résulte enfermement et dépendance. Une fois que vous avez mordu à l'hameçon, vous êtes comme le poisson hors de l'eau, jeté sur la berge pour y mourir. Ces jeux de langue invitent à penser qu'il peut y avoir dans le hooking up quelque chose d'un peu plus inquiétant que cela ne le suggère, la façon dont les étudiants d'aujourd'hui utilisent le terme. Pour eux, le hooking up n'est jamais qu'un attachement léger. Let's hook up. Ça veut dire un de ces quatre. Ou encore, revoyons-nous à un moment que nous choisissons de ne pas préciser maintenant. On y entend l'expression d'un sentiment positif envers l'autre, mais sans aucun engagement. C'est peut-être dans cette réticence ou incapacité à s'engager que se révèle la face cachée du hooking up. De fait, au-delà de sa décontraction apparente, il peut en résulter un sombre imbrigolo. Pourtant, la personne qui se laisse attacher émotionnellement, plus qu'elle ne le désirait d'abord, a du mal à se l'avouer à elle-même et à en faire part de son flirt à son flirt occasionnel. Si elle devait l'admettre, elle pourrait être perçue comme quelqu'un qui ne respecte pas les règles des rencontres. La rencontre fortuite joue aujourd'hui un rôle de premier plan dans la vie américaine et anglaise. Quand, lors de ma première visite aux États-Unis, mes collègues de l'université me lançaient un « Let's have lunch », voyons-nous pour déjeuner, je sortais mon agenda de mon sac pour commencer à regarder les dates possibles. Je me suis rapidement rendu compte, à l'expression qui se peignait sur le visage de mes collègues, que je faisais fausse route. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre le protocole. Il n'était pas question d'organiser un déjeuner. Quand quelqu'un dit « voyons-nous pour déjeuner », la bonne réponse est « super, oui, voyons-nous pour déjeuner. Appelez-moi quand vous êtes libre ». C'est l'équivalent du très français « on s'appelle, on se fait une bouffe ». Une variante de « comment allez-vous ?» Celui à qui l'on demande comment il va n'est pas censé donner une réponse circonstanciée, mais seulement opiner avec un « super », optimiste ou un « et vous ?» Ce sont des formules de politesse destinées à établir des liens superficiels. Les rendez-vous réels sont réservés aux gens que l'on branche réellement ou avec qui l'on déjeune pour de bon, ceux pour lesquels on utilise la formule « êtes-vous libre pour un déjeuner, dîner, café ou ciné ?» avec l'indication d'une date et d'un horaire précis. Les rituels contemporains de rendez-vous galants se fondent sur le principe qu'il faut éviter l'intimité et se concentrer sur le mécanisme du contact. Le hooking up en est le suprême exemple. Le choix de cette expression en dit long à lui seul sur la perception de la sexualité et de l'amour à l'époque de la tyrannie du choix. On ne tire plus plaisir à chercher une épouse ou une petite amie, à s'approcher de l'être élu ou à essayer de comprendre ou de pénétrer son altérité souvent dérangeante. Il s'agit de recueillir les fruits du processus de hooking, appâter, séduire, piéger, et ensuite laisser tomber, jeter, déshameçonner, pour chercher un nouvel objet de séduction. Ça manque d'engagement est le modèle dernier cri des relations. Le flirt, une affaire de choix. La recherche d'un compagnon a toujours suivi des normes sociales particulières. Il y a 100 ans, il suffisait qu'un jeune homme cherche à obtenir la permission de rendre visite à la jeune fille qui l'intéressait pour qu'on commence à dire qu'il lui faisait la cour. Si cela lui était accordé, la visite avait presque toujours lieu en présence de la mère de la fille ou de membres de sa famille. Avec la Seconde Guerre mondiale, la visite a été remplacée par la soirée. La menace constante de voir le garçon appelé sous les drapeaux imposait un rituel où s'investissent un peu plus d'engagement, comme si le fait de sortir avec quelqu'un pouvait apaiser l'angoisse de la perte possible à la perspective de la guerre. Après le conflit, l'université a drainé une proportion de plus en plus importante de la jeunesse. Cette façon de faire la cour qu'est le flirt est alors devenue la première des modalités de la relation amoureuse.
Différentes sortes de pressions des pairs ont remplacé l'influence des parents. De nouveaux rituels de séduction se sont développés, basés sur des hiérarchies inventées par les étudiants eux-mêmes. Dans les universités américaines, il y avait par exemple une compétition acharnée entre les jeunes gens pour conquérir les femmes généralement reconnues comme appartenant à la liste A et se voir conférer le statut de mâle alpha en sortant avec elles. La révolution sexuelle des années 60 et l'arrivée des femmes dans le monde du travail ont conduit à une expansion du mouvement féministe et à un relâchement des règles de la galanterie. L'idée de libération sexuelle a joué alors un rôle significatif dans les relations. Puis la société a accepté plus facilement l'homosexualité, évoluant vers plus de flexibilité et une diminution des discriminations envers les différentes sexualités. La culture du hooking up tourne entièrement autour du choix. Nous avons tant de possibilités dans tous les pans de la vie que le choix de l'attachement affectif est moins un fardeau supplémentaire qu'une entrave à la liberté totale que nous sommes censés tellement apprécier. Quelqu'un qui s'engage trop rapidement dans les liens durables n'a pas pleinement profité de cette liberté. Les partisans du hooking up affirmeront que ce rituel aide surtout les gens à éviter de s'attacher trop vite et qu'il leur permet de faire le meilleur choix possible de leur futur partenaire. Les jeunes femmes en particulier ont besoin de se protéger elles-mêmes contre leur tendance à trop investir les rencontres ou à s'engager trop vite avec le premier partenaire venu, disent-ils. En gardant les options ouvertes, elles seront en mesure de se concentrer pleinement sur leur carrière et d'être plus souples dans leurs futures décisions. La culture du hooking up est ainsi censée reposer sur le principe que c'est aux femmes de dicter les nouvelles règles. Il leur est enfin loisible d'adopter le comportement que les hommes ont si souvent eu envers elles par le passé. Elles peuvent accrocher quelqu'un au hasard pour la nuit et après se conduire comme si rien ne s'était passé. Elles ne font aucune promesse et elles n'ont aucune exigence, et dans la mesure où elles ne veulent pas multiplier les déceptions, elles essaient de ne pas investir trop d'émotions dans la rencontre. Le paradoxe est cependant qu'en dépit de son insistance sur le choix et le contrôle, la culture du hooking up prospère sur l'incertitude. Sans doute a-t-elle été inventée pour libérer les jeunes de l'attachement, mais elle exaspère leurs sentiments d'insécurité, d'angoisse et de culpabilité. Pour soulager ces tourments, le rituel comporte très souvent de l'alcool qui rend les lendemains plus légers. Si les choses ne se passent pas bien, aussi bien que l'on avait espéré, on peut toujours dire à ses amis « j'étais ivre, je ne savais pas ce que je faisais ». Le hooking up permet l'anonymat, le non-engagement et la non-responsabilité. De même que nous pouvons avoir des chats délicieux avec nos amis, de la toile, et avoir fort médiocrement envie de les rencontrer en personne, nous pouvons avoir des relations sexuelles semi-anonymes sans ressentir le besoin de faire l'effort de vraiment connaître nos partenaires. Selon l'expression d'un jeune étudiant, tu peux faire comme si cela n'avait jamais eu lieu. Des formes similaires de déni existent dans la communication par Internet, où tout le monde est entièrement libre de toute contrainte. À l'abri, entre les quatre murs de sa chambre, on peut lancer des attaques vicieuses qui ne seraient jamais tolérées dans le monde réel. Au moment où l'internaute tape sur le bouton « Envoyer », le texte agressif sort de son champ de vision et donc de son aire de responsabilité. Encore une fois, il peut se comporter comme si l'échange n'avait jamais eu lieu. Le manque de considération pour autrui ou pour les conséquences de ses actes qui définit le hooking up et les rencontres par Internet partage bien des traits avec la façon dont nous avons vu, dans le chapitre précédent, certaines personnes se comporter vis-à-vis de l'argent. À l'instar d'un consommateur qui, alors qu'il accumule des factures de carte de crédit, peut en ignorer les conséquences au moment où il fait ses achats, on peut se comporter, après un hooking up ou une offensive de super intimidation, comme si de rien n'était. Le choix comme protection de soi. L'idéologie du choix nous ayant appris que nous pouvons contrôler nos émotions et faire toujours des choix rationnels, nous devrions être capables de mener nos relations amoureuses de façon à atteindre le plus grand bonheur possible. Et pourtant, notre culture adore l'amour romantique, à cause précisément de son caractère irrationnel. Le ressort de toutes les histoires d'amour tragiques, c'est la souffrance de deux personnes qui ne peuvent cesser de s'aimer, qui ne peuvent contenir leur passion. C'est un amour qui bafoue les règles du choix rationnel. Il s'y mêle du désir, des pulsions et des fantasmes, autant de préalables nécessaires à l'exaltation de l'autre comme objet d'attraction suprême. Nous tombons amoureux de comportements, d'apparences et de manières qui séduisent quelque chose en nous que nous serions souvent bien incapables d'identifier. L'amour est étroitement lié à ces choix inconscients que nous faisons au mépris de nos intentions rationnelles et en les chamboulant. Le film hollywoodien « Une affaire de cœur » illustre le conflit entre choix rationnel
et attirance irrationnelle. Il joue sur le vieux cliché selon lequel on ne sait pas ce qui est bon pour. Une avocate divorcée de la catégorie sociale supérieure, Audrey, jouée par Julianne Moore, a décidé de renoncer à l'amour romantique. Mais un jour au tribunal, elle remarque un avocat qu'elle trouve séduisant, Daniel, Pierce Brosnan, qui représente la partie adverse dans une affaire de divorce. Audrey fait tout son possible pour paraître indifférente à ses avances et elle reste ferme dans sa détermination à rester célibataire, même quand ils se retrouvent ensemble dans un lit. Ses sentiments finissent cependant par changer lors d'un voyage avec lui en Irlande. Un matin, comme ils se réveillent après une soirée très arrosée, ils se rendent compte qu'ils ont été mariés accidentellement. On apprend par la suite que c'était un mariage fictif, mais l'événement ne modifie pas moins le point de vue d'Audrey, comme si elle n'avait été en mesure de reconnaître son attachement à Daniel qu'après l'intervention de la loi, la proclamation publique du mariage. Tout en pensant avoir été mariée contre son gré, c'est-à-dire quand l'alcool lui avait ôté sa faculté de juger, elle est capable d'admettre son désir. Finalement, elle décide d'épouser de nouveau Daniel, cette fois à jeun et officiellement. Mais ce mariage n'aurait pas été possible sans la leçon que lui avait donnée l'éclipse de son choix libre. En matière amoureuse, nous dit le film, il se pourrait que le choix ne se présente que rétrospectivement. Quand nous sommes en proie aux affres de l'amour, d'ordinaire nous tâchons de nous faire aider. Dans une affaire de cœur, la mère d'Audrey, de son propre chef, donne force conseil à sa fille et la presse de séduire Daniel. Alors que la mère appartient à une génération qui, dans les années 60, avait une vision ouverte et décontractée de l'amour et de la sexualité, sa fille a choisi une vie de quasi-célibat, orientée sur sa carrière. Plutôt que d'interroger les frontières morales de l'autorité parentale, elle a mis en place des règles d'autocensure pour contrecarrer la permissivité de sa mère. Les gens se sont toujours efforcés de trouver quelqu'un susceptible de leur donner de bons conseils en amour. Au début de la psychanalyse, Freud fut sollicité par un de ses amis soucieux de savoir s'il devait épouser telle femme. Pour les petites choses de la vie, répondit Freud, on doit peser mûrement sa décision. Mais pour les affaires graves, se marier ou non, avoir ou non des enfants, il faut foncer. Cette réponse semble profondément paradoxale et elle doit être lue dans le contexte de la société où vivait Freud, bien plus conservatrice que la nôtre. Cependant, cette idée peut être libératrice si nous acceptons le fait que nos choix en matière amoureuse et familiale sont rarement rationnels, n'en déplaise à la conviction profonde que nous avons d'être aux commandes, de choisir notre chemin de vie. La vérité est que, dans l'immense majorité des cas, ce sont nos désirs inconscients qui ont le contrôle. Les best-sellers actuels sur l'amour et les rencontres suggèrent que nous ne voulons pas affronter les désirs et les fantasmes inconscients qui s'y rapportent. C'est pourquoi bon nombre de ces livres essaient de nous apprendre à donner sa place au choix en matière amoureuse. Des ouvrages qui promettent de choisir qui on aime, ou des repères pour choisir ses amis, ses amours, proposent des solutions rapides, rationnelles, à l'épineuse question de la séduction. Ils essaient de montrer comment chacun peut, à volonté, mobiliser son désir et en garder soigneusement la maîtrise. Le marché du développement personnel est envahi de méthodes pour faire tomber quelqu'un amoureux de vous, empêcher quelqu'un de vous quitter et manipuler autrui afin qu'il vous donne ce que vous voulez. On a parfois l'impression que le choix ne vaut que pour la personne qui demande conseil et que le but est d'en priver son partenaire potentiel. Le choix comme idéal et le choix idéal. Le choix en amour est aujourd'hui particulièrement problématique, dans la mesure où nous courons toujours après le partenaire idéal. Il arrive que la quête de l'amour obéisse au même processus que la recherche d'un opérateur téléphonique. Des changements à répétition, grévés chaque fois qu'on a fait son choix du sentiment que l'on a peut-être manqué une meilleure offre. L'angoisse sur la façon de faire le choix idéal est également présente avec une redoutable intensité dans les ex-pays communistes où l'idée que l'on est censé être capable de décider de tous les domaines de sa vie ne s'est diffusée qu'après l'introduction du capitalisme. J'ai pu le remarquer il y a quelques années quand j'ai été invitée à donner une conférence en Lituanie. Après quelques jours en compagnie de mes hôtes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des femmes pour organiser ma visite. Toutes intéressantes et instruites, elles m'ont profondément impressionnée lorsque je fus amenée à mesurer, en conversant avec elles, le nombre de boulots, d'enfants et d'activités intellectuelles avec lesquelles elles jonglaient. Mais j'étais curieuse. Où étaient les hommes lituaniens ? Elles m'expliquèrent qu'avec l'arrivée du capitalisme dans leur pays, les gens avaient vu s'installer l'opportunité de faire des choix, et les hommes en particulier étaient tombés sous l'empire de cette idée. Tout ce qu'ils voulaient, leur étant apparu soudain possible, la majorité d'entre eux avaient choisi des carrières plus lucratives que l'université, et nombre d'eux troquaient leurs anciennes épouses pour de nouvelles, d'où l'essor spectaculaire du taux de divorce dans ce pays après la chute du socialisme.
Quand ces femmes, dont une bonne proportion de divorcés, imputaient à cette liberté de choix le manque manifeste d'hommes dans les groupes organisant des événements culturels, elles arrivaient à la conclusion que les Lituaniens ne savaient simplement pas faire des choix, notamment qu'ils ne savaient pas faire la part entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Mes interlocutrices essayèrent de me convaincre qu'à la différence des Lituaniens éblouis par toutes les possibilités qui s'offraient souvent à eux, les Américains étaient nés dans une société qui enseigne ce principe depuis la prime enfance. Pour autant, si l'on demandait aux Américains ce qu'elles pensent, aux Américaines, ce qu'elles pensent de l'idéologie du choix, elles pourraient exprimer des inquiétudes très proches de celles des Lituaniennes. Le concept de choix idéal est particulièrement puissant dans les rencontres par Internet. La même logique y est à l'œuvre que sur le marché. Ce n'est pas seulement que les gens dressent une liste des qualités qu'ils attendent d'un partenaire, ils veulent aussi se positionner par rapport à leurs propres valeurs marchandes. Lorsqu'elle analyse les rencontres intimes par Internet, Eva Illouz souligne que, dans ce contexte, la notion de marché, qui a toujours été implicite dans le jeu du flirt, apparaît au grand jour. Les internautes veulent faire la meilleure affaire possible. Ils cherchent quelqu'un dont ils imaginent qu'il est évalué à un prix supérieur au leur. Internet instrumentalise donc les relations intimes d'une façon nouvelle en les regardant à travers la valeur imaginaire que l'on a sur ce cybermarché de l'amour. Les cyber-rencontres mettent souvent en jeu une logique particulière du désir. Les internautes naviguent un certain temps, voient quel merveilleux partenaire potentiel s'offre à eux, et leurs critères montent en flèche. Ils imaginent que tous sont à leur disposition et à leur portée, sans même se demander si certains ne sont pas trop bien pour eux. Mais quand la personne en quête d'amour envoie un message et reçoit une réponse favorable, son intérêt retombe. À ce moment, le doute sur soi fait retour et instille une question douloureuse. Pourquoi une personne si attirante s'intéresserait-elle à moi ? Elle doit avoir un problème. Derrière ce soupçon se cache le sentiment instinctif que les autres sont eux aussi à la recherche de quelque chose de mieux que ce qu'ils ont alors, et qu'ils troquent donc indéfiniment une relation pour une autre. L'abondance de choix et le caractère d'interchangeabilité des rencontres par Internet reflètent les principes dominants de tout secteur de marché dans le capitalisme post-industriel. L'idéologie de l'efficacité, de la sélection, de la rationalisation et de la standardisation qui organise nos vies professionnelles se reflète dans des modes de cyberdrague hautement personnalisés. Illouz fait remarquer que la toile introduit aussi une intéressante disparité entre les attentes des gens et leur expérience. Internet complique beaucoup l'une des composantes essentielles de la sociabilité, notre capacité à négocier avec nous-mêmes les conditions auxquelles nous sommes prêts à entrer en relation avec d'autres. Faire des rencontres par Internet, en ayant établi la liste de nos desiderata afin de nous permettre de mesurer rapidement si un partenaire potentiel y correspond, remet au goût du jour une vision de l'amour plutôt traditionnelle. Plutôt que de se laisser charmer spontanément, au hasard de la vie alors que nous ne savons rien l'un de l'autre, nous avons instauré, face à notre écran, des mécanismes de sélection qui servent le même but que les entremetteurs et les réseaux familiaux par le passé. Mais rencontrer quelqu'un pour de bon est une toute autre affaire. La conception rationnelle succombe alors à des fantasmes, des désirs inconscients, et l'enjeu en est, pour finir, la jouissance qui est insaisissable. Angoisse amoureuse. Une des contradictions éternelles des relations amoureuses, c'est qu'on va souvent aimer chez l'autre ce qu'il ne possède pas en réalité, quelque chose de sublime que l'amant perçoit chez son aimé et autour duquel il crée un fantasme qui fait vivre son amour. Mais la fascination pour un objet sublime qui n'existe pas peut rapidement tourner au dégoût, ce qui explique que l'amour et la haine soient les deux faces de la même médaille. Au début d'une relation, nous pouvons être particulièrement sous le charme de la voix de notre bien-aimé ou fascinés par sa façon excentrique de jouer avec ses cheveux. Quand l'heure de la fascination est passée, sa voix peut devenir insupportable et ses gestes exaspérants. Les détails qui ont d'abord joué un rôle positif dans nos sentiments amoureux peuvent par la suite contribuer à l'effondrement du lien. L'impasse érotique dans laquelle se trouve la société actuellement est le résultat direct de nos efforts pour chasser l'angoisse inhérente à l'amour et rendre plus légère l'incertitude qui accompagnera toujours le désir. Nous nous demanderons toujours qui nous sommes exactement pour les autres et nous nous inquiéterons toujours de savoir ce qu'ils veulent vraiment. Ces contradictions troublent particulièrement les névrosés dans les relations amoureuses. Ils essaient souvent de trouver des solutions à leurs difficultés
en formant des triangles amoureux. Il arrive que ces triangles n'existent que dans l'imagination, si bien que, par exemple, un obsessionnel au lit avec une femme fantasme qu'il fait l'amour à quelqu'un d'autre. Une autre femme qu'il connaît, une star peut-être. Dans une situation similaire, une femme hystérique peut fantasmer qu'une autre femme est au lit avec son mari ou qu'elle couche elle-même avec Brad Pitt. Si son partenaire fantasme en même temps sur Angelina Jolie, alors il y a alors une certaine harmonie comique dans la situation. À trop approcher l'objet de son désir, un névrosé obsessionnel craint d'être dévoré par lui ou de le faire disparaître. Pour se protéger, il s'invente toutes sortes de règles d'interdits et d'obstacles qui deviennent la pierre angulaire de sa vie amoureuse. Par exemple, un psychanalyste argentin racontait avoir soigné un homme qui était resté assis près du téléphone pendant plusieurs nuits à attendre un coup de fil de la femme qu'il aimait. Comme à l'époque en Argentine les lignes téléphoniques étaient souvent en dérangement, l'homme décrochait sans cesse le combiné pour s'assurer qu'il fonctionnait, ce qui empêchait la femme de le joindre. Les névrosés obsessionnels ont différentes stratégies personnelles pour maintenir à distance l'objet de leur désir, afin de prévenir le danger de voir perturber le cours si soigneusement organisé de leur existence. Les rituels obsessionnels sont donc mis au service d'une forme d'autodéfense qui fait souvent que la personne s'enferme à l'intérieur d'une existence solitaire. Les hystériques, en revanche, essaient souvent d'exciter le désir d'admirateur, mais celui-ci, une fois acquis, elles s'en désintéressent complètement. Et étant avant tout en quête d'une confirmation de ce qu'elles sont à travers les réactions des autres, il leur faut maintenir vivant leur désir, ce qui explique qu'elles aiment apparaître difficiles à conquérir. Dans la société actuelle hautement individualisée, les mécanismes de protection propres à la névrose obsessionnelle et à l'hystérie paraissent se manifester à certains degrés dans la population dans son ensemble. Force est de constater l'augmentation d'une incapacité à former des relations amoureuses à long terme. En essayant d'en comprendre les raisons, certains psychanalystes se sont demandé si les changements sociaux n'avaient pas accru l'incapacité à aimer et à s'ouvrir aux questions troublantes que se pose le désir. Savons-nous encore garder une place pour l'amour sublime, romantique, ou sommes-nous entrés dans une culture narcissique moins intéressée par l'amour et le désir que soucieuse de trouver une satisfaction sexuelle rapide et éphémère ? Satisfaction dont la recherche ressemble plus à une tentative de retrouver une jouissance perdue qu'à un désir de s'engager avec l'autre en tant que personne, ce qui explique le sentiment de solitude qui frappe souvent quand la rencontre est terminée. Le psychanalyste français Jean-Pierre Lebrun fait entrer ici en ligne de compte un autre élément quand il se demande si ce ne serait pas plutôt la différence sexuelle et la façon de l'aborder qui serait source de problèmes. Les modifications dans le processus de socialisation n'auraient-elles pas contribué à accroître les inquiétudes sur l'identité sexuelle ? Quand l'être humain passe par le processus de socialisation, c'est-à-dire quand il est marqué par des interdits sociaux non écrits, il prend une identité sexuelle qui, bien sûr, ne correspond pas nécessairement à son sexe biologique. La psychanalyse donne à ce processus de socialisation le nom de castration symbolique. Ce n'est pas que la personne subisse une opération de castration physique, mais plutôt que quand le langage, les rituels culturels et les interdits opèrent sur la personne, elle se retrouve marquée par un manque. Même l'identité sexuelle qu'elle finit par prendre ne lui sera d'aucune aide pour faire face à ce manque, mais créera seulement tout un ensemble de nouvelles questions sur ses désirs et ses pulsions. La question que pose Lebrun consiste à déterminer si les changements sociaux actuels ont conduit à des changements dans le processus de castration symbolique. Dans une société où l'autorité s'est relâchée, le constat semble s'imposer d'un tournant vers l'androgynie et la bisexualité. De même, la forme dans laquelle notre sexualité se présente semble être devenue plus narcissique. Lebrun en tire la conclusion pessimiste que la sexualité est en train de devenir de plus en plus une affaire de rivalité compétitive et de consommation, qu'elle n'a plus rien à voir avec un choix d'objets stables et que c'est avant tout une affaire de séduction. La culture du hooking up le confirme. Nous cherchons quelqu'un à enchanter et à séduire pour nous débarrasser de lui quand nous trouvons un substitut de valeur égale ou supérieure. La puissance du séducteur culmine au moment où il a une réponse positive d'autrui. Mais il tient sa cible à distance. Il ne veut même pas envisager qu'elle ait des désirs ou fantasmes propres. Quand le séducteur rencontre de tels désirs ou fantasmes, il essaie de prétendre que rien ne s'est passé en réalité. Il se protège donc contre l'éventualité de voir ses propres fantasmes ébranlés ou d'être exposé comme un objet dans le désir ou fantasme de l'autre.
Derrière cette tentative d'apparaître imperméable à la rencontre amoureuse, il y a cependant aussi la volonté d'entretenir le désir du partenaire temporaire. En se mettant à distance, on espère gagner de la valeur en tant que sublime objet du désir qui ne peut jamais être pleinement possédé. Pour Jacques Lacan, le charme de Don Juan résidait dans le fait qu'il ne pourrait jamais être possédé par une femme. Les femmes se laissaient prendre précisément parce qu'elles savaient qu'elles ne pourraient pas le garder. Chacune pouvait développer son propre fantasme vis-à-vis de lui sans redouter qu'il ne le détruise en restant avec elle. Une logique analogue de disponibilité potentielle est à l'œuvre dans la culture du hooking up. Non contente d'agir comme si elle était disponible pour de nombreux soupirants éphémères, la personne manifeste clairement qu'elle fera son possible pour ne pas s'engager. Elle donnera l'impression, du moins si l'on en croit les apparences, d'avoir totalement le contrôle. Amour et interdit. Dans un contexte de liberté totale de choix, au premier abord, les histoires d'amour et de sexualité peuvent sembler libératrices. Que pourrait-il y avoir de mieux que l'idée d'un affranchissement absolu par le rapport aux interdits sociaux en matière de plaisir sexuel? N'est-il pas formidable de cesser enfin de s'empoisonner la vie avec ce que les parents et la société voient comme le juste et normal? Comme il est libérateur de changer de son orientation sexuelle ou même l'apparence de la différence sexuelle. En analysant les désirs humains, la psychanalyse a toujours lié désir et interdit. Quand une personne souffre de ne pouvoir obtenir ce qu'elle veut, la solution n'est pas de la débarrasser de ce qui l'empêche d'avoir l'objet de son désir, mais de lui apprendre à chérir cette limite même et à voir que cet objet l'attire précisément parce qu'il est inatteignable. Aujourd'hui, en matière de sexualité, peu de pratiques semblent hors de portée, hormis la pédophilie, l'inceste et le viol. On observe une propension massive à jouir. La transgression sexuelle est vendue comme le plaisir ultime. L'idée est qu'à condition de travailler à améliorer ses performances sexuelles, d'apprendre de nouveaux procédés et de les mettre en œuvre inlassablement, il n'y a pas de limite à la satisfaction qu'on peut obtenir. Cosmopolitan encourage ceux qui n'ont pas encore maîtrisé les techniques de plaisir dernier cri à s'inscrire à un cours de sexe. Pourtant, à côté du marketing de la jouissance, les médias populaires nous parlent aussi du déclin, voire de la disparition de l'excitation sexuelle dans de nombreuses relations établies. John Gray, l'auteur des Hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, se demande aujourd'hui « Pourquoi ma grand-mère semble avoir une vie sexuelle plus riche que la mienne ?» Sa réponse prend la forme d'une série de conseils. Être plus détendu et suivre telle ou telle stratégie pour éveiller le désir. De temps en temps, nous avons été soumis à des interdits et ceux-ci persistent sous de nouvelles formes. Si, par le passé, ils étaient transmis par les rituels sociaux, comme des rituels d'initiation dans une société prémoderne et les interdits paternels dans les sociétés patriarcales traditionnelles, désormais, c'est l'individu qui pose ses propres limites. Il est à la fois son propre créateur et celui qui, de sa propre autorité, décide de l'interdit. Les interdits sociaux généreront toujours une forme d'insatisfaction. Nous nous plaignons souvent qu'il y ait des barrières à notre satisfaction. Quand nous convoitons un objet sans savoir de quoi le payer, par exemple, ou quand nous sommes amoureux de quelqu'un qui ne nous aime pas en retour. Mais étrangement, lorsque les obstacles à notre satisfaction s'évanouissent et que nous obtenons ce que nous désirons, nous pouvons aussi avoir le sentiment que ce n'est pas du tout cela que nous voulions et nous commençons à chercher autre chose. De telles manifestations d'insatisfaction sont constitutives des mécanismes du désir. Par ailleurs, dans une société qui promeut la satisfaction sans limite et l'épanouissement personnel, mais qui néanmoins prospère sur l'insatisfaction, sinon nous ne serions pas des consommateurs si acharnés, le sentiment de frustration pose de nouveaux problèmes. Pour l'individu, la frustration est souvent plus douloureuse que l'insatisfaction. À l'inverse de cette dernière qui peut être mêlée de désir, la frustration est liée à nos problèmes de jouissance, à notre manière de jouir elle-même. Pour Jean-Pierre Lebrun, quand le désir de jouissance domine le champ social, la solidarité fraternelle des prolétaires est remplacée par la rivalité compétitive, ce qui vient exacerber la haine sociale. À titre d'exemple, un aspect du racisme contemporain, rarement discuté, porte sur la désapprobation quasi certaine quant à la manière dont les autres jouissent de la vie. Les gens peuvent se plaindre par exemple de ce que d'autres nations ou ethnies sont trop bruyantes, ou consomment des nourritures qui sentent mauvais, ou se moquer de leurs pratiques sexuelles jugées excessives. Derrière ces plaintes, il y a la peur que d'autres puissent avoir accès à une jouissance, à un plaisir sans limite qui est pour eux hors d'atteinte, ce qui en retour provoque une sorte particulière de frustration ou d'envie.
Ce n'est pas seulement que nous éprouvons de l'insatisfaction du fait que d'autres possèdent quelque chose que nous voulons, nous nous opposons à leur façon elle-même d'avoir du plaisir. Cette frustration que produit la jouissance présumée des autres peut rapidement tourner à la violence, non parce que nous voudrions prendre aux autres l'objet de leur désir, mais pour ruiner cette jouissance supposée et les dégrader comme êtres humains. Dans les relations personnelles, nos initiatives pour atteindre des sommets imaginaires de plaisir se soldent souvent par un échec et du coup, nous nous débarrassons de notre partenaire. Sous l'effet de la frustration, notre incapacité à trouver la jouissance se transforme en violence sur autrui. Nous pouvons ensuite essayer de trouver cette jouissance perdue à l'aide de substances artificielles conduisant à la dépendance ou compenser notre manque en passant d'un partenaire à l'autre. La science, remède à nos angoisses. Une des façons de circonscrire nos choix est le recours à la nouvelle science des rencontres intimes. Hélène Fisher est devenue célèbre pour avoir formulé l'idée que l'on doit étudier les niveaux de sérotonine et de dopamine chez les gens afin de trouver quels traits de caractère pourraient s'harmoniser pour former une relation heureuse. Sa recherche est à la base des mécanismes du site de rencontre chemistry.com, qui, par des questionnaires approfondis, tâche d'évaluer le caractère d'une personne et la structure fondamentale de son cerveau. Les intitulés même de ces sites, Chimie et Harmonie, sont destinés à nous faire comprendre que la recherche est guidée par l'idée d'une adéquation parfaite. Il se pourrait bien cependant que la notion même d'adéquation parfaite soit un mythe. On construit régulièrement des fantasmes sur ce qu'on voit en l'autre. La psychanalyse lacanienne appelle l'objet sublime en l'autre l'objet petit a. Ce n'est pas un objet qui existe réellement en l'autre ni même en nous-mêmes, mais bel et bien un substitut du manque qui nous définit. C'est ce manque fondamental en nous-mêmes qui mobilise nos désirs et notre jouissance. Notre fantasme sur ce qui existe chez l'autre est ce qui rend l'amour possible. Lacan fait remarquer qu'en amour, nous donnons ce que nous n'avons pas et voyons chez l'autre ce qu'il ou elle n'a pas. Ce qu'une recherche prétendument scientifique comme celle de Fisher essaye de saisir, c'est précisément la nature de ce manque. Mais en essayant de trouver de la certitude dans des taux de dopamine et de sérotonine, la recherche renonce moins à la logique du fantasme qu'elle ne le réinterprète en le reconfigurant dans le langage scientifique actuel. Nous nous inventerons toujours une histoire autour de la qualité sublime que nous percevons chez quelqu'un parce que nous ne serons jamais capables de comprendre rationnellement la nature de nos attirances ou de nos haines. Qu'il repose sur l'horoscope ou sur un équilibre neurochimique, ces nouveaux récits ne sont guère différents dans leur logique. Ils essaient de donner un nom à ce qui nous marque comme individu, un élément qui défie à jamais toute description. Que le choix soit rationnel ou inconscient, il se perd toujours quelque chose quand nous choisissons. Dans le cas d'individus chez qui on détecte une peur pathologique de l'engagement, il s'agit souvent d'une panique devant la perspective que le choix les oblige à renoncer à une option. Pour certains, il peut s'agir d'un objet libidinal, interdit, la mer par exemple. Pour d'autres, cela peut être le fait même que leur subjectivité sera toujours incomplète, marquée par un manque. Dans la mesure où rien ne pourra jamais le combler, il y a un certain soulagement à maintenir à distance tous les substituts possibles, de façon à entretenir l'ardeur de la quête. Rien de neuf, naturellement, dans cette peur de l'engagement, mais force est de constater que ces derniers temps, elle semble avoir été élevée au rang d'idéal. La pluralité des possibles nourrit la croyance en cet idéal, et l'association avec un partenaire est consciemment remise à plus tard, dans un avenir qui se dérobe toujours. Le résultat de cette succession infinie de choix pourrait bien être que l'on termine bredouille en célibataire. Même les personnes d'âge mûr invoquent la peur de l'engagement pour expliquer leur errance d'un partenaire à l'autre. 2 courtiers britanniques dans la cinquantaine engagés dans une brillante carrière m'ont un jour expliqué pourquoi ils changeaient sans cesse de petit ami. Le premier me raconta qu'il ne supportait pas de manger le même plat tous les soirs. L'autre ajouta, par une plaisante pirouette, que le jour où, dans quelques années, ils tomberaient l'un sur l'autre dans la rue, tous deux, vieux et seuls, ils auraient la chance de pouvoir dire « Au moins, nous avons toujours gardé toutes les portes ouvertes ».